J'ai libéré la fille loup-garou extraterrestre des griffes d'une monstruosité enchaînée. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. Aussi appuyez sur le bouton s'abonner si vous aimez ce morceau. L'air sur la Lune oubliée depuis longtemps. Xylo 7, selon les anciennes cartes stellaires, était si mince et chargé d'une énergie ambiante d'un autre monde qu'il donnait à Barr un mal de tête à basse fréquence. Il était arrivé à cet endroit à la frange déchiquetée de la galaxie connue parce que les prospecteurs, les colons et les pirates l'avaient tous ignoré. Alors qu'il abaissait son esquif pour explorer l'origine d'une signature énergétique inhabituelle et puissante que ses capteurs longue portée avaient par un coup de chance détecté, son cargo léger considérablement modifié, le vagabond qui avait connu des jours meilleurs dérivait en orbite haute et tranquille. L'une des deux choses serait généralement impliquée par une telle signature indisciplinée. Il pourrait trouver un morceau de technologie précurseur qui pourrait changer sa vie ou une formation géologique unique qui vaut une fortune en matière première. Une trouvaille de récupération dans tous les cas était trop bonne pour être laissée passer. Une berceuse pour l'homme qui vivait en fouillant les reliques cosmiques. Des monolithes façonnés par le vent ancien émergèrent du plateau comme des doigts squelettiques tendus vers un ciel nocturne peuplé d'étoiles inconnues. Le plateau lui-même était une surface rocheuse grise, stérile et fracturée. Leur illumination est glaciale et lointaine. Sous ses pieds, il sentit une légère vibration dans la terre, un grondement fort et continu qui semblait venir du centre de la Lune. Un monde qui semblait vivant mais pas en train de mourir activement. Fantasisé sur une époque révolue où la roche avait une signification au-delà de son état actuel d'obscurité. La source de l'énergie elle-même, quelque chose qui semblait être vivant, était ce qu'il découvrit et non une caractéristique géologique ou un morceau de technologie abandonné. Le monstre biomécanique ombrait les monolithes voisins. C'était une monstruosité. Alors qu'il avançait lentement et péniblement à travers le plateau, sa forme obscurcissait une grande partie du ciel extraterrestre. Son revêtement noir en forme de cerf-volant et ses faisceaux denses de câbles métalliques enroulés formaient un cauchemar avec une faible lumière intérieure pulsant à travers son corps. Ses mouvements répétitifs et lents ressemblaient à ceux d'une montagne marchante engagée dans une mission géologique insondable. Son déversement d'énergie était énorme, une puissante montée qui déformait l'atmosphère et faisait grincer les capteurs de son scanner monté au poignet en signe de désapprobation. Après des années à explorer des champs d'astéroïdes et des stations abandonnées, Barry ressentit une soudaine montée de pure joie. Nous ne pouvions pas sauver ça. Dans son univers réaliste de marge bénéficiaire et de consommation de carburant, cet être surnaturel n'avait pas sa place, c'était une fiction vivante. Ce n'était pas la machine qui le fixait cependant qui lui faisait se serrer la gorge. En vif contraste avec le métal glacé et le quitan noir, c'était l'homme lié à son énorme torse blindé. Attaché au torse du géant par 4 lourdes chaînes mal faites qui semblaient anciennes et impénétrables, se trouvait une dame ou quelque chose ressemblant à une femme. Les nuances qui s'étaient gravées dans sa mémoire étaient discernables même de loin. Son torse était couvert d'une fourrure noire, nuit, ses épaules étaient larges et puissantes, et il y avait une faible lumière menaçante provenant de ce qui semblait être de la peinture sacrificielle. L'énergie du colosse semblait pulser en synchronisation avec les motifs bleus complexes tissés dans son pelage. Il avait un instinct inné pour la survie absolue et pure. Une réaction innée au danger s'est développée au cours de 10 années passées à gérer les régions extérieures non réglementées. Une opération de sauvetage n'était pas ce que c'était. Il n'y avait aucune raison qu'il s'introduise dans cette cérémonie sacrée d'un peuple non identifié. Cela impliquait un sacrifice et un événement culturel. L'implication était une entreprise mal avisée du genre de noble folie qui ont conduit à la mort des navigateurs dans des régions reculées et inexplorées du cosmos. Il était ragmati et survivaliste. Il ne se souciait pas des gens
ni de les sauver des dieux sur d'autres planètes. Son travail était de découvrir des choses, pas des gens. Utilisant les arêtes rocheuses acérées comme abri, il commença lentement et délibérément à reculer, créant de l'espace entre lui et le spectacle presque impossible. Dans son esprit, c'était la seule chose raisonnable à faire, se dit-il. Au lieu de prêter attention à la lune bourdonnante ou à la dame sur le colosse, il retournerait à son esquif, grimperait vers le vagabond et sauterait vers le système suivant, les rejetant comme un fantôme de capteur ou un rêve étrange causé par rien de plus que de l'air. Cependant, il s'arrêta pour une raison quelconque. Il ne pouvait pas vraiment mettre le doigt dessus, mais c'était un clignotement agaçant. Avec un dernier regard audacieux, il leva ses jumelles macro et ajusta les lentilles, rendant la scène d'une netteté saisissante. Son mur de séparation soigneusement construit s'effondra au moment où il posa les yeux sur son visage. Les nombreuses cicatrices qui couvraient son visage témoignent du fait qu'elle avait enduré une vie difficile. Cependant, il était complètement trompé par son apparence. Dans leurs profondeurs ardentes, il percevait une colère débridée plutôt que l'acceptation calme d'un sacrifice ou la peur d'une victime. Leur couleur était un cramoisi profond et intense. Elle se battait comme un prédateur confiné, ses muscles puissants tendus, alors qu'elle luttait contre les énormes chaînes qui la retenaient. Ce n'était pas un accessoire de tombe. Elle était une combattante, une personne sentiente dont la fureur semblait émaner d'elle avec la même intensité que l'énergie émanant de la gigantesque bête. Il la percevait pour ce qu'elle était vraiment, un être humain menant un combat difficile. Pour autant qu'il sache, il ne pouvait s'empêcher de la remarquer. Avec une malédiction basse et amère qui s'est perdue dans le vent, Barry a abandonné toute idée de sortir de ce pétrin, de gagner de l'argent ou de mener une vie paisible. Un nouveau plan encore plus compliqué et incroyablement stupide fut conçu par lui. Son cœur battait contre ses côtes, non pas par terreur, mais par une étrange détermination insouciante, alors qu'il se précipitait vers son bateau. La barque était un petit véhicule agile qui servait plus d'instrument que de vaisseau. Ses moteurs étaient réglés pour un fonctionnement silencieux et sa structure était conçue pour résister aux défis de l'entrée atmosphérique et de la navigation sur un terrain accidenté. L'idée qui s'était développée dans sa tête était vraiment simple, ce qui, compte tenu de son passé, signifiait qu'elle pouvait facilement se retourner contre lui de 1000 façons différentes. Il alluma les moteurs du esquif et ils commencèrent à bourdonner doucement, presque trop faiblement pour être entendus au-dessus du bourdonnement continu du plateau. Sautant hors de derrière la structure rocheuse, il poussa le vaisseau en avant sans hésitation. Titan évite un petit métalna qui se lance sur lui. Sa présence était indifférente au colosse qui poursuivait sa marche implacable vers un but inconnu à l'horizon. Alors qu'il luttait contre le champ d'énergie immense du géant, Barry manœuvra le esquif plus près les stabilisateurs inertiels du petit vaisseau, gémissant en protestation. C'était comme s'il volait à travers un nuage visqueux et tous les instruments de son panneau se comportaient de manière erratique. Il ne leur prêta aucune attention. Les chaînes étaient son objet d'attention exclusif. La première attira son attention à cause du métal noir épais qui brillait dans la lumière étrange. Il activa le laser de découpe de précision du skiff, souvent utilisé pour extraire des minéraux précieux des astéroïdes, et un faisceau étroit et extrêmement chaud d'énergie fut libéré percutant la chaîne. Un craquement tonitruant résonna sur le terrain désert, alors que le métal passait d'un rouge cerise incandescent à une chaleur blanche et se brisait finalement. Avant de s'écraser inutilement contre la poitrine du colosse, la chaîne déchirée tourbillonna dans les airs, manquant presque son esquif. Encore un à faire. Alors qu'il passait à la chaîne suivante, il travaillait calmement et méthodiquement, gardant une prise constante sur les commandes. Après cela, le prochain le laser, poussant un cri perçant alors qu'il coupait à travers le vieux métal. La dame Jessica se pencha en avant, alors que le dernier maillon se brisait son corps, se libérant brusquement, et elle commença à descendre de la poitrine du géant. Barry poussa les commandes du skiff en avant.
Dans un dernier mouvement désespéré et à haut risque, elle a positionné le petit vaisseau exactement en dessous d'elle et a ouvert la trappe de chargement arrière. Le skiff trembla alors qu'elle atterrissait dans le dock à cargaison avec un bruit sourd et violent. Alors qu'il fendait l'air dirigeant le canot rapidement vers tribord, un bruit qu'il n'avait jamais entendu auparavant résonna à travers le plateau. Un cri profondément triste qui résonnait à travers son navire et faisait vibrer la roche sous eux, un son à la fois mécanique et humain. Le voilà le colosse. Debout, immobile avec sa tête énorme, légèrement inclinée comme si elle cherchait ce qu'elle avait perdu, elle avait arrêté son avancée inexorable. Que ce soit une attaque signalant un danger imminent ou quelque chose de complètement différent, Barry était impatient de découvrir la signification de ce cri mélancolique. Alors qu'il filait à travers le terrain désolé une lueur éclatante contre l'obscurité croissante, il poussa les moteurs de la barque à leur limite, le petit vaisseau grommelant de mécontentement. Le géant en deuil, le plateau bourdonnant et les questions qui avaient déjà commencé à se rassembler dans ses pensées. Le voyageur solitaire dans le ciel vide au-dessus de lui et la sécurité de son vaisseau étaient de ses seules préoccupations. Il n'avait jamais tiré quoi que ce soit de plus lourd que le guerrier inconscient recouvert de fourrure et le poids de son choix dans son compartiment de cargaison. Comme une maison, un château et une coquille, le vagabond était les trois à barre. Une pièce si bien organisée que chaque instrument avait son emplacement désigné et chaque système était minutieusement maintenu, résultat de années d'isolement solitaire. C'était un lieu de routine calme et d'opérations prévisibles jusqu'à l'arrivée de la guerrière extraterrestre Jessica, dont la simple présence a perturbé l'équilibre délicat du vaisseau. Il l'avait transféré du canot à la zone de chargement principale après une procédure d'amarrage automatisée qui semblait choquante de banalité en comparaison avec la frénésie de la surface. Elle cachait une imposante carcasse d'os et de muscles sous son pelage noir, lui donnant une apparence plus lourde qu'elle ne l'était réellement. Pendant un court moment, il l'observa alors qu'elle était allongée sur un lit supplémentaire, la seule source de réconfort dans cette pièce autrement fonctionnelle. Le mouvement rythmique de son cœur était le seul indicateur de vitalité. Le colorant bleu lumineux sur son pelage semblait s'être estompé et la lumière rouge intense dans ses yeux avait disparu dissimulée par ses paupières closes. Il ne s'était pas donné assez de temps pour absorber la gravité de ses actions jusqu'à ce moment-là. Il ressentit un frisson de peur face à l'ampleur du danger imprévu qu'il avait pris. Il venait de retirer une offrande des mains d'une divinité vivante et de ses fidèles. À d'innombrables années-lumière de toute terre amicale, il avait soudainement un guerrier extraterrestre inconscient, peut-être hostile à bord de son vaisseau. Bien qu'il se soit passé les doigts dans les cheveux, cela n'avait aucun effet sur l'énergie tumultueuse qui pulsait sous sa peau. Il détestait la sensation d'être complètement perdu et de ne pas savoir quoi faire ensuite. Quand elle ouvrit enfin les yeux, son hésitation prit fin brusquement. L'éclairage antiseptique du carrousel semblait terne et jaune lorsque la lumière rouge revint brûlant d'une intensité inexplicable. Son corps se contorsionna comme un ressort alors qu'elle glissait sans effort hors du lit de camp et atterrissait en position accroupie. Elle grogna avec un grondement profond et guttural, plus terrifiant que n'importe quel cri de colère humaine. En un instant, la soute est passée d'un lieu de travail familier à son domaine. Elle arpentait maintenant la cage avec agitation, dégageant l'énergie létale d'un animal acculé. En levant les paumes, en un geste qu'il croyait apaiser tout le monde, Barry se déplaçait lentement et sans menace. Il aurait dû savoir qu'il ne fallait pas l'affronter de front. Elle avait créé une frontière invisible, et la rage dans ses yeux était un avertissement qu'il serait accueilli par la violence s'il la franchissait. Après avoir considéré ses options, il décida de se retirer dans le cockpit afin de construire une barrière entre eux. Il appuya sur le bouton du traducteur universel du vaisseau, un logiciel avancé capable de déchiffrer n'importe quelle langue depuis le confort de l'entrée du cockpit. Sa voix était sereine alors qu'il entrait dans la tranquillité du vaisseau et il réussit à dire « Je ne vais pas te faire de mal. Je t'ai sauvé. »
Le traducteur se figea une seconde, incapable de déchiffrer sa langue, avant qu'un torrent de syllabes confuses et hachées ne résonne du haut-parleur. Une combinaison de demandes gutturales et ce qui semblait être une langue lyrique. Cela ne servait à rien. Sa langue était évidemment très ancienne, et le traducteur avait du mal à en trouver une bonne base, car elle était si différente des dialectes galactiques habituels. Une lueur d'irritation attira son attention dans ses yeux. Bien qu'elle puisse voir qu'il tentait de transmettre un certain message, sa méfiance ne faisait que grandir alors que l'équipement continuait de mal fonctionner. Il a changé de stratégie. Il a récupéré une trousse de secours générique dans le casier mural. Les éléments à l'intérieur pouvaient guérir la plupart des blessures galactiques typiques. Par-dessus le pont, il le glissa dans sa direction. Avec ses pupilles rétrécies, elle observa son mouvement avant de l'attraper et de le frapper de sa paume griffue, le faisant se précipiter dans un coin. Très bien. Soins médicaux non fournis. Ensuite, il a essayé l'une de ses propres rations. C'était une brique de calories épaisse et insipide qui lui avait sauvé la vie plusieurs fois. Il le lança doucement dans sa direction. Après lui avoir lancé un soupir dégoûté, elle lui tourna le dos complètement. Tout ce qu'il offrait semblait être considéré comme un piège possible du poison ou une ruse. La patience et l'absence d'action formaient la base d'un cessez-le-feu délicat et tacite. L'espace était la seule chose que Barry pouvait lui offrir et qu'elle pourrait être prête à accepter, conclut-il. Il se retira dans le cockpit, fermant la cloison, mais laissant la petite fenêtre de la porte ouverte pour pouvoir l'observer discrètement. Il s'attela à son travail, ses doigts agiles, glissant sur les commandes, tandis qu'il examinait les systèmes du vaisseau pour détecter les dommages causés par son passage près du colosse, effectuait des diagnostics post-vol et calculait un chemin loin de X-Bio 7 et de sa déesse furieuse. Tout en étant pleinement conscient de la guerrière formidable et imprévisible qui se tenait juste devant la porte, il faisait semblant que chaque mouvement était calculé et sans importance. Ses yeux écarlates flamboyants scrutaient chacun de ses mouvements, alors qu'elle l'observait depuis la fenêtre. Après ce qui semblait être des heures, il sentit enfin la tension commencer à se dissiper. Elle avait ralenti le rythme de ses préparatifs et le profond grondement s'était estompé. Il ne faisait aucun mouvement pour tendre un piège ou préparer une arme comme elle pouvait le voir. L'homme n'était qu'un pilote de navire vacant à ses occupations. À son arrivée, la percée était minime et presque dépourvue d'excitation. Le synthétiseur alimentaire du vaisseau la produit. En utilisant la pâte nutritive de base, il pouvait reproduire des centaines d'autres aliments. Un ingrédient neutre et confortable, il l'a programmé pour en faire une soupe basique chaude et savoureuse. Assez vite, l'air minuscule et recyclé du vaisseau était empli du parfum riche. Avant de refermer la porte de cloison, il versa le liquide chaud dans un bol en métal ordinaire et le rapprocha du pont à l'extérieur. Après cela, il s'est glissé dans le siège du pilote et a attendu feignant de s'intéresser beaucoup à une carte de navigation en se détournant de la porte. Un son doux et hésitant émergea de la soute après une longue période de calme anxieux durant laquelle il pouvait distinguer le léger bourdonnement des systèmes de survie du vaisseau. Elle léchait le bouillon et c'était le bruit. L'indication initiale de reconnaissance était un dégel dans sa résistance féroce et antagoniste. La brève accalmie fut brusquement interrompue par le cri assourdissant de l'alerte de proximité, un klaxon qui indiquait l'arrivée imminente d'un vaisseau. Sautant de sa chaise, Barry sentit une montée d'excitation lui parcourir les veines. L'écran principal montrait un petit vaisseau spatial élégant et terriblement rapide, s'approchant rapidement de leur position. Comme un oiseau de proie, il avait une apparence anguleuse et féroce et était de couleur noire. À mesure qu'il s'approchait, un symbole stylisé d'une main griffue, tenant un éclair, scintillait sur sa coque. Quelque chose de familier et terrifiant ressemblait à un cri guttural venant de la soute. Avec ce qui semblait être une conviction terrifiante dans les yeux, Jessica se précipita dans le cockpit dès que la porte s'ouvrit.
Avec une seule phrase d'une clarté cristalline, elle désigna l'emblème sur l'écran avec un doigt tremblant et griffu, et le traducteur du vaisseau, comme s'il avait été soudainement tiré de son inattention par la gravité de la situation, se mit à fonctionner. Un mot qui fit frissonner Barry. Les gens qui chassent. Ce n'était pas une question ou une estimation éclairée. La déclaration était factuelle. Elle appartenait à sa propre tribu, et ce navire appartenait à son peuple. Ils n'étaient pas remerciés par une équipe de sauvetage. Leur but en retournant au colosse en attente était de récupérer leurs affaires volées et de rendre leur sacrifice. Il n'y avait aucune émancipation dans sa fuite ou son sauvetage. Un sacrilège a été commis. De plus, ils étaient venus pour le réparer. Personne n'avait le temps de poser des questions. Le temps presse. Le vaisseau de chasseurs était bien à portée des armes de l'ennemi. Avec un calcul immédiat des vecteurs d'évasion et des rapports puissance-masse, l'esprit pragmatique de Barr parcourut les commandes de vol. Il envoya le cargo dans une sévère plongée, testant les limites des amortisseurs inertiels, et fit exécuter aux vagabonds une manœuvre d'évasion excruciante. Leur dernière position a été interrompue par une salve de projectiles de plasma tirés par le vaisseau de chasse lourdement armé qui ne relâchait pas son assaut. Alors que le vaisseau spatial tremblait sous la force d'une nouvelle salve, des alarmes retentirent dans tout le cockpit. Bien que le Wanderer ait bien servi son chargement, il n'était pas équipé pour le combat. Ils étaient en infériorité numérique et en infériorité de feu. Jessica agissait avec une détermination choquante, tandis que Barry luttait avec les commandes, tentant d'extraire chaque dernier brin d'agilité et de vitesse de l'engin usé. Elle sprinta à côté de lui précise et efficace dans ses mouvements, puis elle pointa un doigt nu à l'interface de contrôle des armes à sa droite. Il n'utilisait guère le système qui était un vestige de l'ancien propriétaire du vaisseau plus agressif. Il avait une tendance naturelle à fuir le danger plutôt qu'à se battre. Il se figea pendant un instant extrêmement bref, ses pensées tourbillonnant. Détournant son regard de l'Ansol, il croisa son regard. Ses yeux cramoisis ne montraient aucun signe de peur. Au contraire, ils étaient rigidement concentrés et possédaient la détermination inébranlable d'un combattant aguerri. Il a pris une décision hâtive, mettant sa confiance dans sa détermination chevronnée et la rage qu'il avait observée en elle sur le plateau. Il lui passa silencieusement les commandes, après lui avoir fait un signe de tête significatif. C'était un spectacle à voir, alors que ses mains glissaient sur la console avec une précision glaciale. Elle mit en ligne le système de ciblage à un rythme qu'il n'aurait jamais pu égaler, ses doigts glissant gracieusement sur les écrans tactiles, redirigeant la puissance supplémentaire vers les canons de proue. Un autre tir allait être effectué par le vaisseau de chasse. Néanmoins, les canons du Nomade rugirent à la vie avant qu'ils ne puissent tirer. Le vaisseau poursuivi a été touché sur les réservoirs du moteur par 2 rafales d'énergie soigneusement ciblées plutôt que sur sa coque. Les coups de feu étaient douloureux et incapacitants, mais ils n'étaient pas mortels. Alors qu'il sombrait désespérément dans les profondeurs, les lumières du navire de chasse scintillèrent et il s'éteignit. Avec une question subtile mais pressante, Jessica fixa son regard sur lui. La façon dont il a répondu fut en tirant violemment sur le levier pour activer l'hyperpropulsion. Le ciel nocturne au-delà de la fenêtre du cockpit se déforma, s'agrandit, puis disparut dans un labyrinthe tourbillonnant de bleu et de blanc lumineux. Laissant les chasseurs, la lune et le colosse en deuil dans la poussière, le vagabond s'éleva dans l'hyperespace avec son étrange nouveau tireur. Chaque fois qu'on revenait de l'hyperespace, le non-espace du cosmos vers l'univers normal, les règles de la physique se réaffirmaient, provoquant un mouvement physique. La couverture familière et rassurante d'étoiles enveloppait le vortex lumineux tourbillonnant sur l'écran principal. Cependant, il s'agissait d'une région céleste sans rapport éloignée de la constellation XYO. La gigantesque station spatiale désorganisée Port Nowhere se dressait devant eux, donnant l'impression qu'elle avait été construite au fil des âges plutôt que planifiée.
Attaché à un énorme astéroïde central, une prolifération maligne de quais de chargement de modules résidentiels et de trous de cargo usagés. Comme le disait le vieux dicton, c'était une colonie misérable de scélérats et de crasses. Encore plus crucialement, tant que votre crédit était excellent, aucune question n'était posée. Un endroit idéal pour se désorienter, arranger les choses et planifier votre prochain mouvement. Les niveaux d'énergie des errants étaient presque épuisés en raison du combat aérien rapide mais violent et des brûlures de plasma subséquentes qui nécessitaient un traitement rapide de leurs boucliers. Alors qu'un essaim de vaisseaux bourdonnait autour de la station-bar, manœuvrait habilement autour de tous. Il déplace ses mains avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui a accosté dans des endroits bien pires. Dans une baie de chargement sale et faiblement éclairée, il fixa un nouveau-né avec des pinces magnétiques qui résonnaient avec un poids semblant correspondre à la finalité de l'arrivée. Le cockpit était d'un silence mortel pendant ce qui semblait une éternité après que les moteurs furent éteints. Un silence à la fois plus oppressant et plus complexe que celui qu'ils avaient déconnu avant l'attaque. La menace immédiate était disparue, mais une menace bien plus grande et plus vague planait désormais sur eux. Depuis son perchoir dans le siège du pilote, il jeta un coup d'œil à Jessica. La lumière rouge dans ses yeux s'était atténuée jusqu'à devenir une faible braise, mais elle restait debout devant le panneau de contrôle de l'arme, sa paume reposant délicatement sur sa surface. Ils étaient accompagnés d'un individu au visage fatigué, dans un état de flottement, au lieu du guerrier féroce qui avait si calmement et habilement neutralisé leur poursuivant. En supposant qu'elle veuille échapper à la vie qui la poursuivait maintenant, il pensait qu'elle chercherait à prendre passage sur un autre vaisseau spatial, se dirigeant vers une partie lointaine de la galaxie. S'il était à sa place, il agirait de cette manière. Réparer le vaisseau et le ravitailler prendra quelques jours ici. Au début, son ton était assez professionnel et réaliste. Ensuite, je peux vous déposer à l'un des principaux centres commerciaux. Il y a fort à parier qu'il existe un moyen de transport qui peut vous convenir. Son hochement de tête lent et méthodique le fit s'arrêter. Son discours passa avec une clarté fraîche et solennelle, alors que le traducteur universel qui s'améliorait à chaque point de données sur sa langue se mit à grésiller. La chasse continuera sans relâche. Vos actions ont été considérées comme blasphématoires par mon peuple. Il n'y a aucun moyen de sortir de ce gâchis que j'ai fait. Laisse-moi tranquille. Revenir, c'est mourir. Pour toujours poursuivi si tu cours. Elle parlait avec un sens de finalité inébranlable. Elle était plus qu'une simple étrangère. Elle incarnait la définition même d'un paria, se dressant comme un monument à la résistance à une coutume qui le laissait perplexe jusqu'à ce jour. La connaissance frappa Barry comme une tonne de briques. Son effort héroïque et désespéré pour la préserver ne l'avait épargné d'aucun danger. Cela a fait plus que simplement la confier à un autre. Cela a également lié son propre destin au sien de manière irrévocable. Il n'était plus seulement un récupérateur. Ses poursuivants étaient devenus les siens car c'était lui qui avait dérobé l'offrande. Pour les fournitures, il devait entrer dans le port lui-même et il devait trouver un technicien discret, capable de réparer les émetteurs de boucliers, sans enregistrer le travail dans le livre de la station. Le risque d'abandonner la relative sécurité du voyageur était réel, mais ils étaient coincés. Le hall principal du port Nowhere agressait leur sens alors qu'ils descendaient la rampe d'amarrage. La sueur non recyclée, la cuisine épicée des extraterrestres et l'ozone imprégnaient l'air. Un battement de basse subtile provenant de cantasses mal éclairées, le bruit lointain du métal sur le métal des zones de maintenance et le vacarme incessant d'une centaine de langues différentes emplissaient l'air. Il y avait une frénésie de détermination dans le flux chaotique d'individus aux concours qui comprenait des contrebandiers, des mercenaires, des commerçants et des réfugiés de 12 espèces différentes. Avec ses yeux toujours en train de chercher, évaluant les dangers. Barry glissait à travers la foule avec une aisance habituelle. Avec son corps tendu et ses sens visiblement en surcharge, Jessica marchait à ses côtés, ses instincts de guerrière en pleine alerte.
Personne n'osait remettre en question les nombreux regards curieux et suspicieux dirigés vers elle en raison de sa stature imposante et de son physique robuste. Sa présence dégageait une aura de menace que les Denisens blasés de Port Nowhere ne pouvaient s'empêcher de remarquer et d'apprécier. Au milieu d'une foire animée, ils tombèrent sur un stand vendant des pièces de vaisseaux d'occasion. Avec ses yeux scrutant le marché et ses doigts reposant fermement sur l'énorme blaster que Barry lui avait remis, Jessica montait la garde, pendant que Barry marchandait avec le propriétaire graisseux de Célestan. Alors que Barry finalisait l'achat d'un nouveau modulateur de bouclier, une silhouette ombreuse émergea d'une ruelle adjacente, provoquant un moment de confusion. Sa race, les Xyloyants, était célèbre à travers la galaxie pour deux choses, leur secret inné et leur besoin vorace de secret. Il appartenait à la première catégorie. Enveloppé dans des robes de soie violette riches et brillantes, excessivement coûteuses et impeccables pour un établissement tel que celui-ci, il se tenait grand et mince. Ses grands yeux noirs semblaient absorber toute la lumière qui leur était envoyée, et son visage était un masque pâle et inexpressif. Il s'arrêta devant eux comme s'il avait tout le temps du monde, se déplaçant avec une élégance fluide qui contrastait fortement avec l'énergie frénétique du marché. Sa voix, un murmure raffiné qui perçait sans effort, le bruit ambiant, le Zloyan s'extasiait devant la démonstration incroyablement excellente de manœuvres d'évasion et de tirs précis. Certaines personnes sont vraiment en colère à propos de la façon dont tu as sauvé le sacrifice de Xylo 7. Jessica et Barry se sont tous les deux tendus et ont instinctivement saisi leurs armes à feu. Le Xyloin tendit une main délicate à 3 doigts en signe de tranquillité. « Je vous assure, je ne pose aucun danger. Contrairement à la croyance populaire, j'ai quelque chose de bien plus important à apporter que des crédits ou des confrontations. Me voici pour vous dire la vérité. » Avec l'air serein d'un professeur donnant une conférence, il se présenta comme Cale et commença à détruire tout l'univers de Jessica. Lors d'une interview, il a parlé de son affiliation avec une société galactique d'écologistes qui cherche à comprendre et à protéger des pratiques technologiques perdues depuis longtemps. Il a précisé que les colosses n'étaient pas des divinités. Une société disparue depuis longtemps a laissé derrière elle ses dispositifs de terraformation des précurseurs qui étaient incroyablement puissants. Il y a des siècles, l'une de ces machines avait été trouvée par le clan de Jessica les Cathars, et ils avaient appris à l'alimenter grâce à une interprétation déformée des interfaces de contrôle archaïques. Elle avait été élevée à croire en la cérémonie, le sacrifice et l'immense honneur. Rien de tout cela n'était vrai. Aucun des anciens du procès n'essayait d'apaiser un dieu. Une machine était alimentée par eux. En retour, le colosse préservait la terre verdoyante et abondante où leurs ancêtres vivaient autrefois. Elle n'était pas seulement retenue par les chaînes qu'il avait enchaînées à son sein. Son énergie vitale, sa propre existence, allait être cruellement et progressivement aspirée dans le cœur de la machine à travers ses conduits d'énergie complexes. La nouvelle frappa Jessica comme une tonne de briques. Sa posture de guerrière, autrefois puissante, s'effondra alors que Barry sentait sa vitalité diminuer et elle regarda son être tout entier se réduire en poussière. Tout ce qui concernait le sacrifice, l'honneur de donner sa vie pour son peuple, le cœur de son identité, était un horrible mensonge créé par les anciens pour maintenir leur pouvoir et leur richesse. Elle n'avait pas vécu sa vie pleinement. L'argent avait été dépensé, une ressource qui pouvait s'épuiser. Ses yeux, qui avaient autrefois une teinte cramoisie, éclatante, trahissant sa puissance et sa colère, semblaient maintenant sans vie et vides. Barry ressentit une montée de rage protectrice pour elle. Mais il comprit que des mots sans substance comme des promesses de rétribution ne seraient rien. Il ne fit rien de plus que de rester à ses côtés, un rocher calme au milieu du chaos tourbillonnant du marché et une ancre pour son tourment intérieur. Sa simple présence faisait une déclaration même s'il s'abstenait de la toucher ou de parler. En cela, tu n'es pas seul. Il y avait un changement notable dans l'air de silence entre eux cette nuit-là lorsqu'ils sont retournés à la relative sécurité du voyageur.
Un lieu de vulnérabilité mutuelle a remplacé une atmosphère de méfiance. C'est enfin elle qui parla. Sa voix, lorsqu'elle passait par le traducteur, était brute et remplie d'angoisse bien au-delà de la simple blessure physique. Les années d'entraînement, l'honneur et la fierté ressentis par sa famille faisaient tous partie de son histoire de vie qu'elle partageait avec lui. Alors qu'il lui parlait, il se remémorait sa propre histoire, les années solitaires passées à changer de système sans jamais se poser, cherchant constamment le prochain coup et essayant sans cesse d'échapper à son propre passé. Leur tragédie commune et une confiance tacite commençaient à guérir les blessures qui les avaient auparavant séparés sur des lignes de différence culturelle et personnelle. Dehors du vaisseau, une explosion retentissante secoua le vagabond sur ses trains d'atterrissage et ruina leur fragile et paisible moment de connexion. La vitrine d'où Barry avait acheté le modulateur de bouclier s'est enflammée et a été réduite en débris. Leurs pires craintes furent confirmées par une vérification rapide de la caméra de sécurité extérieure. Dans toutes les directions au-dessus du marché se trouvaient des chasseurs de primes, au moins 6 d'entre eux, vêtus de différents types d'armures et entièrement armés. Leurs actions étaient calculées et impitoyables. Ils ont été localisés. La réaction, pas la contemplation, était la seule option. Barry attrapa son propre blaster dans son casier et cria « Ils essaient de nous encercler, de nous couper la route vers le vaisseau !» Au milieu du marché bondé, des coups de feu éclatèrent. Alors que les bolts de plasma se croisaient dans le hall, les civils criaient et se dispersaient. Depuis le point de vue de la rampe d'amarrage, Barry a ouvert le feu de couverture. Il tira avec précision, ayant l'intention de maîtriser plutôt que de tuer, et les chasseurs furent contraints de chercher refuge. Bien qu'ils soient acculés, Jessica fit un mouvement. La dame affolée et désorientée d'avant avait disparu. Retrouvant sa forme de guerrière, sa colère était glaciale et d'une précision chirurgicale. Elle s'élança de la rampe dans un tourbillon de rage nocturne et d'indignation morale. Tourbillonnant comme une tornade de griffes et d'attaques vicieuses et efficaces, elle incapacita ses assaillants avec une rafale de coups puissants, mais non létaux, à leurs articulations et grappes nerveuses. Fusionnant en une unité létale par désespoir, ils se battaient dos à dos. Tandis qu'ils fournissaient un abri et contrôlaient le champ de bataille en tacticien, elle libérait une puissance naturelle comme arme. Au milieu d'une nouvelle salve de tirs de plasma frappant la coque, ils se frayèrent un chemin à bord du vagabond, verrouillant la rampe derrière eux. Au milieu d'une pluie de tirs de blaster, Barry ne perdit pas de temps à lancer la procédure de décollage d'urgence du vaisseau et à faire rugir les...